Et si je te révélais qu'avant même la grandeur de Rome, à une époque où les Grecs n'émergeaient qu'à peine en tant que force, il y avait une civilisation florissante et évoluée à l'extrémité ouest du monde connu qui régnait sur les métaux précieux et dominait les mers. Selon de nombreux historiens anciens, il s'agissait d'une civilisation qui représentait un véritable Éden, dirigé par des rois dotés d'une longue vie et de grande sagesse. Nous évoquons Tartessos, un royaume florissant qui a prospéré dans le sud-ouest de la péninsule ibérique entre le 9e et le 6e siècle avant JC et qui s'est évanoui aussi mystérieusement qu'elle avait prospéré. Pour comprendre l'aube de Tartessos, il est nécessaire de d'abord examiner le vaste échiquier de la Méditerranée orientale. Nous étions au XIIIe siècle avant notre ère. L'effondrement de l'âge du bronze a eu lieu vers 1200 avant JC et a marqué un bouleversement majeur dans le monde antique. Des civilisations millénaires telles que celle des Hittites ont connu un effondrement, l'Égypte traverse une période d'instabilité et la structure palatiale mycénienne s'écroule. De ce désordre surgit une nouvelle organisation et de nouveaux intervenants. Les Phéniciens, experts en navigation et en commerce, qui sont contraints de se diriger vers l'ouest pour trouver de nouvelles ressources, notamment des métaux qui étaient rares en Orient, originaires de cités telles que Tyr et Sidon, les Phéniciens établissent progressivement des voies maritimes de plus en plus audacieuses qui les conduisent jusqu'au détroit de Gibraltar, à l'époque désigné sous le nom de colonne de Melkart. Ce détroit ne représentait pas simplement une formation géographique, mais également une ligne de démarcation psychologique entre le monde familier et l'inexploré, entre la civilisation et la barbarie. Celui qui avait la main mise sur ce passage détenait le contrôle sur les ressources occidentales. Et à la suite de ce détroit, les marins phéniciens découvrirent un élément qui modifierait leur cours. Une terre abondante en argent, or, cuivre et étain est peuplée par des communautés autochtones avec qui ils mirent en place des transactions bénéfiques. Pendant que l'Orient était le théâtre de conflits pour la suprématie entre Assyriens, Babyloniens et Égyptiens, une fusion culturelle singulière prenait forme à l'extrémité occidentale. Les habitants autochtones de la péninsule ibérique, dont les coutumes remontent jusqu'au Chalcolithique, n'étaient pas des tribus primitives, mais plutôt des communautés sophistiquées dotées de hiérarchies clairement définies. La rencontre avec les Phéniciens a stimulé la mutation de ces civilisations, hâtant un processus d'urbanisation et de sophistication sociale qui mènerait à l'émergence de Tartessos. À l'époque, la Méditerranée était un espace de liaison, plutôt qu'un territoire délimité par des frontières. Sur ces navires qui parcouraient ces eaux, les idées, les méthodes et les produits étaient transportés par ceux qui y circulaient. Le réseau de navigation phénicien a tracé des voies reliant des cités telles que Gadir, l'actuel Cadix, fondée aux alentours de 1100 av JC, Malacca, Malaga et Onoba, Huelva, étaient en concurrence avec les importants centres de contrôle de l'Orient. Ces colonies phéniciennes joueraient un rôle crucial en tant qu'intermédiaires entre la culture orientale et les populations locales, qui élaboreraient l'identité tartésienne. La position stratégique de Tartessos était précisément la clé de son succès. Il maîtrisait non seulement les bouches de navigation fluviale, comme le Guadalquivir, ancien Bétis, et le Guadiana, mais également les voies terrestres menant aux ressources minérales de l'intérieur. Cette position stratégique leur offrait la possibilité de jouer un rôle crucial d'intermédiaire entre le monde méditerranéen et les ressources occidentales, notamment l'étain prisé, indispensable pour la production du bronze, qui venait de zones aussi éloignées que la Galice ou les îles britanniques. Si l'on pouvait faire un voyage dans le temps pour visiter une forge tartésienne, on serait ébloui par la finesse technique qu'on y découvrirait. Visualise un lieu obscurci par la fumée, où des artisans aux mains rugueuses et habiles façonnent les métaux précieux avec une exactitude qui nous paraîtrait admirable encore de nos jours.
Pour eux, la métallurgie n'était pas simplement un travail, mais une sorte d'art sacré, transmis de génération en génération et amélioré par des techniques innovantes venues de l'Orient. Les Tartésiens excellaient dans des méthodes sophistiquées comme le filigrane, la granulation, la soudure et le repoussé, créant ainsi des bijoux d'une beauté exceptionnelle. Le renommé trésor d'El Carambolo, déniché en 1958 aux abords de Séville, nous donne un aperçu de la splendeur de leurs œuvres. Bracelets, pectoraux et diadèmes en or massif ornés de motifs géométriques et symboliques qui fusionnaient les traditions locales avec des inspirations orientales. Chaque œuvre ne servait pas uniquement à montrer de la richesse, mais également à symboliser le pouvoir et à exprimer leur perception du monde. Néanmoins, la véritable innovation tartésienne se trouvait dans l'exploitation du fer. Tandis que la majorité de la péninsule ibérique était toujours à l'âge du bronze, les Tartessos avaient déjà intégré la technologie du fer apportée par les Phéniciens. Cette innovation technologique constituait un atout stratégique sans égal, des instruments plus performants pour l'agriculture et l'extraction minière, des armes plus robustes et de nouvelles perspectives en matière de construction. Des recherches récentes en archéométallurgie ont démontré qu'ils n'ont pas simplement reproduit les méthodes orientales, mais qu'ils les ont remodelées selon leurs exigences et ressources locales, élaborant des alliages particuliers et des procédés distincts d'extraction et de fusion. L'architecture tartésienne illustre aussi ce mélange d'influences extérieures et de traditions locales. Les modélisations digitales, s'appuyant sur les vestiges archéologiques, révèlent des cités dont l'agencement tend à être de plus en plus uniforme, des édifices dotés de fondations en pierre et de structures en adobe, des toits végétalisés, étanches grâce à l'argile, ainsi que des lieux publics distinctement définis. Il est particulièrement notable de constater la présence de structures rectangulaires aux coins arrondis dans des sites tels que El Carambolo ou Castulo. Ces bâtiments suggèrent non seulement une utilisation résidentielle par les classes supérieures, mais aussi des fonctions potentiellement administratives ou religieuses. Une attention particulière doit être accordée au système hydrique tartésien. Dans une zone où la gestion de l'eau était primordiale, ils ont mis au point des systèmes sophistiqués de tuyauterie, de stockage et de distribution qui assuraient aussi bien l'approvisionnement en eau des villes que l'irrigation des terres agricoles. Sur des lieux tels que Casas del Turuñuelo, des éléments attestent de l'existence de citernes, de canaux et de puits qui témoignent d'une maîtrise sophistiquée en matière d'hydraulique, sans doute influencée par des méthodes orientales, tout en étant ajustée au cycle saisonnier des précipitations du sud-ouest ibérique. Ces dispositifs, combinés à des méthodes agricoles avant-gardistes, ont favorisé l'augmentation de la production de céréales, de vignes et d'oliviers, créant des surplus qui soutenaient un commerce florissant. Au-delà des colonnes d'Hercule, on trouve un emporium nommé Tartessos, que les Phocéens furent les premiers à découvrir. Son souverain était Argantonios, qui gouverna pendant 4 décennies et a vécu au total 120. C'est ainsi que nous entendons Hérodote, considéré comme le père de l'histoire, au VIe siècle avant JC, à l'époque où Tartessos avait déjà cessé d'exister. Ces discours, tout comme ceux d'autres écrivains grecs et romains ultérieurs, résonnent en nous tels des échos distants provenant d'une civilisation qui ne nous a transmis aucun document clair à lire. Les allusions littéraires à Tartessos sont captivantes mais incomplètes, semblables à des fragments éparpillés d'un casse-tête. Des auteurs antiques tels que Strabon, Avienus et Diodore de Sicile évoquent ce royaume occidental dans différentes situations, parfois en tant que zone géographique regorgeant de ressources, d'autres fois comme un cours d'eau, sans doute le Guadalquivir, et à d'autres moments comme une cité florissante et presque légendaire. Bien que l'Ora Maritima d'Avienus ait été rédigée au IVe siècle de notre ère, elle paraît s'appuyer sur un voyage massaliote nettement plus ancien et propose des précisions sur la géographie tartésienne que les archéologues ont pu
partiellement vérifiées à l'aide de découvertes contemporaines. Ces descriptions, interprétées avec l'accent et le rythme adéquat, nous plongent dans un univers de marins audacieux et de marchands ingénieux qui exploraient les limites occidentales du monde connu. Les inscriptions tartésiennes elles-mêmes présentent le mystère le plus captivant. Près d'une centaine de stèles en pierre, majoritairement localisées dans le sud du Portugal et en Estrémadure, comportent des inscriptions écrites dans un alphabet dérivé du phénicien, mais qui représentent une langue encore partiellement indéchiffrée. Ces inscriptions, datant du 7e au 20e siècle avant J.C., constituent le plus ancien système d'écriture identifié sur la péninsule ibérique. Bien que les spécialistes en linguistique aient repéré quelques caractères et significations phonétiques, le sens global demeure inconnu. Toutefois, l'agencement de certaines écritures laisse à penser qu'il pourrait s'agir de textes dédiés aux funérailles ou à la commémoration. Le lien entre Tartessos et le Tarshish de la Bible a suscité des discussions universitaires pendant plusieurs siècles. L'Ancien Testament fait référence à Tarsis en tant que destination commerciale éloignée, réputée pour ses ressources en argent, fer, étain et plomb, qui coïncident exactement avec les métaux qui foisonnaient sur le territoire tartésien. Tous les 3 ans, le roi Salomon faisait envoyer des bateaux vers Tarsis, qui revenaient chargés de trésors. Le Tarshish, dont il est question, était-il le même lieu que les Grecs nommaient Tartessos ? Beaucoup de biblistes et d'archéologues contemporains jugent cette identification possible, même si cela demeure un sujet en suspens qui démontre comment la philologie, l'archéologie et les recherches bibliques peuvent se compléter mutuellement. Nous sommes assurément conscients que Tartessos n'a pas existé dans un vide linguistique. Sur son territoire, on pouvait trouver au moins 3 traditions linguistiques. La langue tartésienne, qui pourrait être liée à d'autres langues paléo-hispaniques, comme l'ibérique ou l'ancien basque. Bien que cette connexion soit encore sujette à débat, le phénicien utilisé par les colons et les marchands orientaux, et peut-être même le grec, du moins dans des contextes commerciaux spécifiques. Cette pluralité de langues témoigne du caractère cosmopolite et multiculturel d'une société qui jouait le rôle de passerelle entre divers univers, et nous rappelle que les limites culturelles à l'époque antique étaient bien plus flexibles et poreuses que ne le laissent supposer nos idées préconçues. Quelle était la vision du monde des habitants de Tartessos? À quel dieu faisaient-ils offrande? Quelles étaient leurs craintes et leurs espoirs suite à la mort? Ces interrogations nous poussent à explorer l'aspect peut-être le plus captivant et pourtant le plus difficile à cerner de cette civilisation, son aspect spirituel. Les nouvelles trouvailles de figurines et de lieux de culte nous offrent désormais, même de manière incomplète, un aperçu de leur cosmologie religieuse, un domaine où le divin touchait tous les éléments du quotidien. Les lieux de culte tartésiques dévoilent une spiritualité étroitement connectée au territoire et à ses composantes naturelles. Des sites tels que le Carambolo, Concho Roano ou Casas del Turunuelo démontrent l'existence de structures architecturales consacrées au culte, comportant des zones distinctes pour divers rituels. Ces sites vénérés étaient fréquemment placés à des endroits clés du paysage, à proximité de rivières, sur des hauteurs notables ou à des intersections de voies, laissant entrevoir une perception de l'espace, où certains emplacements servaient de pont entre l'humain et le sacré. Sur ces lieux, les archéologues ont relevé la présence de sols teintés de rouge, enrichis d'ocre ou de cinabre, qui pourraient symboliser le sang et la vitalité. Ils ont aussi noté des alignements astronomiques précis, témoignant d'une compréhension avancée des cycles célestes. Une des caractéristiques les plus étonnantes de la foi tartésienne est le rôle prépondérant du sacrifice animal, spécialement celui des chevaux. Sur des lieux tels que Concho Roano, on a découvert des restes de chevaux sacrifiés selon un rituel, placés dans des postures particulières, parfois accompagnés de leur harnachement, ornés d'éléments métalliques précieux. Le cheval,
créature de valeur et de dignité, paraît avoir revêtu un rôle spécifique dans leur vision du monde, possiblement en tant qu'emblème de position sociale, comme guide conduisant vers l'autre monde, ou bien comme sacrifice d'une importance exceptionnelle destinée à une divinité. Ces offrandes devaient constituer des rituels spectaculaires, sans doute agrémentés de musique, de danse et de banquets rituels qui consolidaient les liens communautaires et les structures hiérarchiques. Les statuettes anthropomorphes, récemment dénichées, offrent une perspective renouvelée sur leur conception religieuse. Ces personnages, qu'ils soient de sexe masculin ou féminin, exhibent des caractéristiques qui laissent présager des représentations divines ou sacerdotales. Tête ornée, parure distinctive, et parfois posture solennelle ou mouvement rituel. Quelques-unes affichent manifestement des influences orientales dans leur apparence et leurs caractéristiques, mettant en évidence un processus de syncrétisme religieux où des dieux phéniciens tels que Melkart, Astarté ou Baal se mêlaient à des divinités locales dont les noms restent inconnus. Ce syncrétisme n'était pas une simple imitation, mais plutôt une réinterprétation artistique où les élites de Tartessos adoptaient des aspects religieux orientaux pour renforcer leur légitimité en les adaptant à leur propre culture prédominante. Le monde des sépultures chez les Tartésiens témoigne de croyances élaborées concernant la mort et l'après-vie. Les sites funéraires tels que la Joya ou Elva présentent une variété de rituels, du enterrement à la crémation, avec des artefacts mortuaires qui diffèrent en fonction de la position sociale du défunt. Les objets présents avec le défunt, armes, ornements, récipients contenant des offrandes alimentaires, éléments d'hygiène personnelle, laissent supposer une foi en la persistance de l'existence au-delà de la mort. Ils indiquent que le défunt aurait besoin de ses biens et préserverait sa position sociale. Les objets rituels tels que les braseros en bronze, qui ont probablement servi à diffuser des fragrances facilitant la connexion avec le monde spirituel, sont particulièrement notables. Cette pratique présente des similitudes manifestes avec celle de l'Orient méditerranéen. En résumé, la religion des Tartésiens semblait être un système compliqué où les influences orientales fusionnaient avec des traditions locales de longue date. Cette fusion n'a pas eu lieu de manière passive, mais a été un processus d'adaptation dynamique au cours duquel les élites tartésiennes sélectionnaient et réinterprétaient des aspects religieux externes pour légitimer leur pouvoir et consolider leur identité culturelle unique. Il s'agissait d'un syncrétisme créatif illustrant l'ouverture et la flexibilité d'une société à l'intersection de divers univers culturels, nous rappelant que les religions anciennes n'étaient pas des systèmes rigides et immuables, mais plutôt des phénomènes dynamiques en perpétuel changement. Si nous étions en mesure d'observer la côte sud-ouest de la péninsule ibérique il y a 2800 ans, nous constaterions un environnement radicalement différent de celui que nous connaissons actuellement. Des estuaires plus prononcés, des contours côtiers modifiés et surtout une effervescence maritime qui faisait de ces mers l'un des points névralgiques du commerce dynamique en Méditerranée occidentale. Avant tout, Tartessos était une société axée sur la mer et les rivières, une thalassocratie dont la prospérité reposait sur sa capacité à maîtriser les voies maritimes et fluviales, reliant l'Atlantique à la Méditerranée, ainsi que l'intérieur de la péninsule à la côte. Les bateaux tartésiens, dont on trouve peu de traces directes, mais que l'on connaît grâce à des illustrations et des analogies avec des navires actuels, étaient vraisemblablement de deux sortes: des vaisseaux marins d'inspiration phénicienne adaptés aux conditions océaniques, dotés de quilles renforcées et d'une plus grande capacité de charge, et des embarcations fluviales plus légères, pensées pour la navigation sur des cours d'eau comme le Guadalquivir et le Guadiana qui pénètrent profondément dans les terres de la péninsule. Ces cours d'eau n'étaient pas de simples routes de transit, mais de réels axes culturels et commerciaux organisant l'espace tartésien, reliant les régions minières du pays vers les ports en bord de mer.
Naviguer dans ces eaux requérait une expertise spécifique mêlant l'observation astronomique à l'expérience concrète des courants, des vents et des marées. Les pilotes tartésiques, sans doute formés dans la tradition maritime phénicienne, mais avec une expertise locale spécifique, devaient maîtriser les techniques de navigation diurne et nocturne, en s'orientant grâce au soleil, aux étoiles et aux trajectoires des oiseaux. La récente élaboration numérique de la paléocode tartésienne, fondée sur des recherches géologiques et paléo-environnementales, illustre comment les actuels marais du Guadalquivir constituaient à l'époque un large estuaire accessible par voie navigable que quelques spécialistes ont identifié avec le mythique lac Ligustino, cité dans les textes antiques, et qui aurait opéré comme une espèce de port naturel aux conditions hors du commun. Le centre économique de Tartessos était le commerce maritime. Ces ports, à l'image de celui déniché à Huelva, étaient de véritables centres d'échange où se troquaient des articles locaux comme des métaux, des salaisons, des produits agricoles, peau, cire et miel, contre des produits manufacturés, raffinés venant d'Orient, tels que les ivoires, les tissus délicats, les parfums, les bijoux et la fine céramique. Cette activité commerciale n'était pas le fruit du hasard, mais un système structuré comportant des infrastructures dédiées, quais, dépôts, zones marchandes et possiblement des édifices administratifs où les transactions étaient consignées. L'archéologie maritime a commencé à découvrir des indices captivants de ce commerce, tels que les épaves dénichées à l'embouchure du Guadalquivir, chargées de divers produits, comprenant des lingots de métal et des amphores contenant du vin et de l'huile. Ces preuves tangibles illustrent les échanges qui unissaient des civilisations éloignées. Les rivières tartésiques servaient de véritables axes d'accès commercial vers l'intérieur des terres. Dans l'Antiquité, le Guadalquivir était navigable sur une distance bien plus grande qu'aujourd'hui, atteignant jusqu'aux alentours de l'actuel Cordoue, tandis que le Guadiana offrait un accès aux précieuses régions minières de l'Estrémadure. Un réseau de colonies stratégiquement positionnées s'est développé autour de ces rivières, certaines ayant des rôles portuaires et commerciaux évidents, comme le prouvent les trouvailles d'encre, de poids de filet et plus particulièrement les amas d'amphores et autres récipients commerciaux. Cette capillarité fluviale rend compte en grande mesure de la propagation rapide des influences orientalistes vers l'intérieur de la péninsule et de l'intégration économique du domaine tartésien. Cette vocation maritime a profondément influencé l'identité tartésienne. La mer n'était pas uniquement un fournisseur de ressources et une route de transit, mais également un vecteur culturel essentiel qui connectait Tartessos au vaste réseau commercial et culturel de la Méditerranée. En tant que communauté, les Tartésiens se caractérisaient principalement par leur aptitude à naviguer, faire du commerce et jouer le rôle d'intermédiaire entre divers mondes, l'Atlantique et la Méditerranée, les régions intérieures de la péninsule et les réseaux commerciaux mondiaux, leur emplacement privilégié servant de pont entre diverses réalités géographiques et culturelles a été essentiel à leur réussite, et peut-être aussi à leur éventuel déclin. L'une des énigmes les plus captivantes de la proto-histoire de la péninsule est le déclin de Tartessos. Qu'est-ce qui a conduit à la disparition d'une civilisation prospère, ayant connu des siècles de prospérité, apparemment de façon soudaine autour du VIe siècle avant J.C.? Jusqu'à quelle date êtes-vous formé sur les données? Des éléments troublants ont été révélés par les archéologues. Des édifices majeurs fermés de manière rituelle, des objets de valeur laissés délibérément et, dans certaines situations, des marques d'une destruction intentionnelle qui ne semblent pas attribuables à des agressions extérieures. On dirait que les Tartésiens eux-mêmes ont pris part à la fin de leur univers, dans un acte collectif dont nous n'arrêtons pas d'essayer de comprendre le sens. Peut-être que le site de Cancho Roano en Estrémadure représente l'exemple le plus étonnant de cette fin ritualisée.
Après avoir effectué des offrandes précieuses, scellé des portes et conduit des sacrifices d'animaux, ce complexe palatial et religieux a été intentionnellement mis à feu. Ces excavateurs ont consigné comment l'édifice a par la suite été enseveli sous un monticule de terre, comme pour sauvegarder sa mémoire tout en entravant sa réutilisation. On a décelé des motifs comparables dans d'autres sites de la culture tartésique, indiquant un phénomène répandu. Ces clausures rituelles suscitent des interrogations passionnantes. Étaient-elles en réponse à des convictions religieuses réclamant la conclusion d'un cycle? Ont-elles constitué une réponse à une crise considérée comme un châtiment divin? Ou symbolisent-elles une résistance culturelle, une manière de s'emporter leur univers face au risque d'assujettissement par des forces extérieures? Les hypothèses concernant les raisons de la chute de Tartessos sont variées et très probablement complémentaires. Quelques chercheurs mettent l'accent sur des éléments environnementaux. Les recherches paléoclimatiques ont mis en évidence une phase d'aridité accrue dans le sud-ouest de la péninsule vers le VIe siècle avant JCJC, qui aurait eu un impact sur la productivité agricole et pourrait avoir modifié les modèles de navigation sur les rivières. Certains mettent l'accent sur l'épuisement des ressources minérales en surface, notamment l'argent, dont l'extraction exigerait des technologies plus sophistiquées pour atteindre des gisements plus profonds. L'association de ces éléments aurait miné les fondements économiques de la société tartésienne, provoquant des troubles internes et diminuant son rôle en tant qu'acteur commercial indispensable. On ne peut pas non plus négliger le contexte géopolitique de la Méditerranée occidentale à cette époque. Après la bataille d'Al-Aliya, 535 avait JC, Carthage a connu une ascension en tant que puissance hégémonique. L'équilibre des pouvoirs dans la région a été profondément perturbé par l'événement de JC. Les Carthaginois, qui ont hérité de la tradition phénicienne mais ont adopté une politique d'expansion plus agressive, auraient tenté de prendre le contrôle direct des voies commerciales occidentales en écartant les intermédiaires. Il y a même des sources traditionnelles qui préconisent des actions militaires de la part des Carthaginois dans la zone tartésienne, malgré le manque de preuves archéologiques d'une destruction massive. Il semble qu'au lieu d'une conquête brutale, il y ait eu un déplacement graduel des réseaux commerciaux qui a conduit à l'isolement et à l'affaiblissement progressif de Tartessos. Des analyses comparatives avec d'autres effondrements de civilisations passées, tels que ceux de l'âge du bronze en Méditerranée orientale ou la chute de certains centres mayas, indiquent qu'une seule cause est rarement responsable de ces événements. Il est fort probable que Tartessos ait subi ce que les archéologues désignent comme un effondrement systémique, une conjonction de facteurs environnementaux, économiques, sociaux et politiques qui, s'alimentant mutuellement, ont dépassé la capacité d'adaptation de la société. L'élite de Tartessos, dont l'autorité s'appuyait sur la domination du commerce international et une idéologie religieuse distincte, aurait pu voir cette légitimité contestée suite à un changement des circonstances qui lui conférait de la force. Ceci pourrait avoir entraîné des luttes internes, qui ont mené à la dislocation de l'unité politique tartésienne. Il est indéniable que la conclusion de l'ère de Tartessos n'a pas entraîné l'élimination physique de ses habitants, ni la délaissement intégral de sa région. Ce qui a disparu, c'est une structure particulière du domaine politique, économique et culturel. Les communautés locales ont persévéré à vivre dans la région, en se restructurant selon de nouvelles configurations culturelles et politiques, telles que la culture turdétane, souvent perçue par les chercheurs comme la descendante directe mais modifiée de la tradition tartésienne. Tartessos a-t-elle réellement disparu ou n'est-elle que métamorphosée quand nous retraçons l'histoire de cette civilisation au-delà de son présumé déclin au VIe siècle avant notre ère? Nous observons que de nombreux aspects de sa culture ont persisté à résonner chez les civilisations qui lui ont succédé, tels des accords qui persistent à vibrer bien après que la mélodie semble s'être arrêtée.
Les archéologues ont mis en lumière une évolution progressive vers une nouvelle réalité culturelle, où le tartétien ne s'évanouit pas d'un coup, mais se réinvente sous diverses formes et influences. Le passage de la culture tartétienne à la turdétane constitue l'un des phénomènes les plus captivants de la protohistoire de la péninsule ibérique. Les Turdétans, qui ont été évoqués par des géographes de l'époque romaine tels que Strabon, qui les présentait comme la population la plus instruite de tous les Ibères, dotée d'une écriture et de textes anciens, de poèmes et de louis en vers, semblent être les successeurs directs de la tradition tartétienne, même s'ils sont adaptés à un contexte politique et économique différent. Les sites turdétans se chevauchent fréquemment avec les anciens centres tartésiques, démontrant une persistance dans l'occupation de la région, mais avec des changements notables dans la structuration de la ville et les méthodes de construction de plus en plus inspirées par des modèles méditerranéens. Dans le secteur technologique et artisanal, plusieurs méthodes élaborées durant l'époque tartétienne ont persisté à être exercées et améliorées. La métallurgie du fer et l'artisanat des métaux précieux ont conservé une grande sophistication, même si les styles ornementaux ont peu à peu été influencés par les courants ibériques et puniques. Les bijoux renommés d'Alizéda, également appelés le trésor de Javea, malgré leur datant postérieur à l'époque classique tartétienne, démontrent comment les savoir-faire de filigrane et de granulation qui avaient prospéré dans les ateliers tartétiens continuaient d'être perfectionnés par des artisans locaux. Ils ont produit des pièces alliant tradition régionale et influence esthétique contemporaine. Cette constance technologique indique la persistance de lignées d'artisans qui ont maintenu la transmission de leur savoir, malgré les bouleversements politiques. L'opposition menée par les populations du sud-ouest de l'Ibéria contre les Carthaginois et les Romains pourrait, en un sens, être considérée comme le reflet de l'ancienne structure tartétienne. Au IIIe siècle avant notre ère, lorsque les forces d'Hannibal Barca ont entrepris la conquête méthodique de la péninsule, elles ont découvert des bastions de résistance particulièrement obstinés dans les anciennes régions tartésiques. Des cités telles qu'Astapa, probablement proche de l'actuelle Estepa, ont démontré une farouche indépendance qui a étonné même les Romains. Tite Live relate comment ces résidents ont choisi le suicide collectif plutôt que la capitulation. Cette aptitude à la structuration et à la résilience laisse présager l'existence de structures sociales et politiques sophistiquées pouvant remonter à l'ère tartétienne, ainsi qu'une identité culturelle régionale solide qui tenait tête à l'assimilation. La mémoire de Tartessos paraît avoir perduré même sous le règne romain, possiblement métamorphosée en mythes et coutumes locales. On peut identifier dans la structure territoriale romaine de la bétique des subdivisions administratives, qui suivaient, dans une certaine mesure, d'anciennes limites culturelles et politiques. L'économie de la bétique, qui en fit l'une des provinces les plus florissantes de l'Empire romain, reposait sur les mêmes ressources qui avaient soutenu la splendeur tartétienne: les minerais, l'agriculture, notamment la fameuse huile bétique vendue dans toute la Méditerranée, et le contrôle de voies commerciales essentielles. Cette continuité économique indique que les Romains ont probablement exploité et modifié des structures de production et des réseaux de commerce existants, dont une grande partie a sans doute été léguée depuis la période tartétienne jusqu'à la phase turdétane. L'impact de la civilisation tartétienne sur la culture matérielle, les convictions religieuses et éventuellement les traditions orales des futurs peuples ibériques est un sujet qui commence tout juste à être étudié de manière systématique. Au fur et à mesure que les archéologues perfectionnent leur connaissance de la chronologie culturelle du premier millénaire avant notre ère, il apparaît clairement que Tartessos, loin d'être un épisode terminé et indépendant de l'histoire ibérique, a constitué une étape essentielle dans la longue progression culturelle de la zone située au sud-ouest de la péninsule,
dont les résonances ont perduré bien après la disparition officielle de sa configuration politique. Que se produit-il lorsque l'imaginaire collectif est captivé par une civilisation mystérieuse, connue de façon fragmentaire à travers des sources indirectes et des trouvailles archéologiques incomplètes? Depuis que les humanistes de la Renaissance ont réexhumé les références antiques de Tartessos, cette société a servi de toile blanche où chaque période a projeté ses propres illusions, aspirations et idées préconçues sur l'histoire. Le Tartessos historique a donc cohabité avec un Tartessos fictif, parfois si fort sur le plan culturel qu'il a fini par éclipser son équivalent historique. Le lien entre Tartessos et l'Atlantide légendaire pourrait être l'exemple le plus tenace de cette reconstruction imaginative. Dès le XVIe siècle, des savants espagnols, tels que Florian de Ocampo, ont commencé à conjecturer sur l'éventuelle correspondance entre la civilisation disparue, évoquée par Platon, et le royaume occidental décrit par Hérodote. Cette supposition, sans base historique mais extrêmement attrayante pour l'imaginaire, a été régulièrement relancée par des écrivains tels qu'Adolf Schulten. Au début du XXe siècle, il a métamorphosé l'étude de Tartessos en Innocept, une sorte d'expédition romantique, presque mystique, remplie d'éléments caractéristiques du roman d'aventure. Néanmoins, les faits archéologiques n'ont pas confirmé cette liaison. Tartessos était une véritable culture historique dont l'évolution peut être tracée par l'archéologie, alors qu'Atlantide est un mythe platonicien dont l'interprétation fait débat et pourrait bien être une métaphore philosophique au lieu d'une représentation d'un endroit réel. Tartessos a servi de source d'inspiration inépuisable pour l'art et la littérature moderne. Des poèmes du lauréat du prix Nobel, Juan Ramón Jiménez, qui dépeint la Tartessos lumineuse dans ses compositions poétiques, jusqu'aux romans historiques modernes qui font revivre l'époque tartésienne, sans oublier les œuvres picturales, sculpturales et musicales, le sujet de Tartessos a inspiré la création artistique tant espagnole qu'internationale. Ces créations, même si elles s'écartent de la rigueur historique, participent à entretenir l'attrait pour cette civilisation et, à certains moments, révèlent des facettes de sa réalité historique à un public plus étendu. Le processus est bidirectionnel. L'art traduit l'histoire et réciproquement, nos interprétations historiques sont façonnées par les œuvres artistiques dans une interaction constante entre ces deux domaines. Les utilisations nationalistes de l'histoire tartésienne ont été particulièrement problématiques. Durant la période franquiste, Tartessos était fréquemment dépeinte comme la première civilisation authentiquement espagnole, dans le but de forger un récit d'exception nationale qui remonte à la préhistoire. Cette appropriation idéologique qui a délibérément négligé l'aspect multiculturel et méditerranéen de Tartessos démontre comment l'histoire peut être manipulée pour répondre à des objectifs politiques actuels. De manière plus récente, certains mouvements régionalistes andalous ont affirmé que Tartessos était l'ancêtre d'une supposée identité culturelle andalouse distincte, dans une démarche comparable de rétroprojection de concepts identitaires modernes sur des réalités anciennes, infiniment plus complexes et dynamiques. L'engouement populaire pour tout ce qui concerne Tartessos, phénomène désigné par certains archéologues comme tartessomanie, a donné naissance à un tourisme culturel prospère dans les zones historiquement liées à cette civilisation. Des établissements tels que le musée de Huelva ou le musée archéologique de Séville ont connu une hausse notable du nombre de visiteurs attirés par l'observation d'artefacts tartésiques. Des lieux tels que Cancho Roano ou le Turuñuelo se sont imposés comme des sites archéologiques majeurs, favorisant l'économie locale via le tourisme culturel. Cette vulgarisation a des effets bénéfiques, tels que l'augmentation de l'appui social à la préservation du patrimoine archéologique,
mais elle présente aussi des dangers lorsque des attentes sensationnalistes nourries par des perspectives et pseudo-historiques se heurtent à la complexité et souvent à la modération des preuves archéologiques. L'examen attentif de la façon dont Tartessos a été dépeinte et conçue à travers les âges nous révèle tout autant sur notre propre culture que sur l'histoire passée. Chaque génération a élaboré son Tartessos, y intégrant ses propres idéaux, inquiétudes et aspirations. Admettre ce processus ne veut pas dire renoncer à la recherche d'une connaissance historique approfondie, mais réaliser que notre interaction avec l'histoire est inéluctablement influencée par des éléments culturels actuels. Si nous étions en mesure de nous rendre sur un site tartessien en pleine fouille, le tableau serait bien éloigné de l'idée romantique d'un archéologue isolé, armé de son pinceau et de son chapeau à bord large. L'archéologie tartessienne, contemporaine, est une entreprise multidisciplinaire, technologiquement avancée et méthodologiquement stricte, où des experts de divers domaines collaborent pour percer les mystères d'un passé qui résiste à se dévoiler aisément. Dans les coulisses de cette archéologie, se déroule une lutte constante contre les contraintes budgétaires, les pressions d'urbanisation et l'érosion du temps qui altèrent les vestiges, dans le cadre d'un effort commun visant à reconstituer le puzzle tartessien. Une journée dans une excavation tartessienne moderne débute avant le lever du soleil, particulièrement durant les étés andalous ou extrêmes torrides. Le personnel, qui comprend des archéologues chevronnés, des étudiants en formation, des illustrateurs, des photographes et d'autres experts diversifiés, se déploie sur le site selon un schéma rigoureusement élaboré. Chaque centimètre de terre retirée et filtrée, chaque fragment de céramique ou de métal méticuleusement noté dans son contexte grâce à des systèmes de positionnement global ultra précis. Aujourd'hui, les archéologues ne se concentrent plus uniquement sur la découverte de trésors ou d'artefacts impressionnants. Leur objectif est plutôt de recueillir des informations contextuelles, saisir le mode de vie des gens, la façon dont ils structuraient leurs espaces, leur alimentation et comment ils interagissaient avec leur environnement. Un simple amoncellement de graines carbonisées peut être tout aussi précieux qu'un joyau en or pour reconstituer l'économie et le régime alimentaire d'une communauté tartessienne. L'équipement technologique utilisé dans l'archéologie tartessienne a connu une expansion exponentielle au fil des dernières décennies. L'emploi de drones dotés de caméras multispectrales facilite l'identification de structures enfouies en se basant sur les variations de la végétation en surface ou du taux d'humidité du sol. La photogrammétrie numérique produit des modèles 3D précis de structures et de stratigraphie. Les études sur l'ADN ancien commencent à dévoiler des données concernant la structure génétique des populations de Tartes et leurs liens biologiques avec d'autres groupes de la Méditerranée. La datation par le carbone 14, calibrée, offre des chronologies de plus en plus exactes, tandis que les méthodes d'analyse chimique aident à identifier la provenance de matériaux comme la céramique, les métaux ou l'ivoire, reconstituant des voies commerciales anciennes avec une exactitude inconcevable il y a seulement quelques décennies. Un des éléments les plus subtils mais essentiels du travail archéologique actuel est la minutieuse tâche de conservation et de restauration. Quand un objet tartessien est déterré après 2800 ans, une course contre le temps débute afin d'empêcher sa dégradation due à l'exposition à l'air et aux nouvelles conditions environnementales. Dans les ateliers de restauration, des experts œuvrent avec précision pour stabiliser, purifier et, si besoin, renforcer ces substances. Le processus peut s'étendre sur plusieurs mois, voire des années, surtout pour des objets complexes, tels que les meubles en bronze d'une sépulture tartessienne ou un lot de parures en or avec filigrane. Chaque action de restauration soulève des dilemmes techniques et éthiques. Comment agir sans altérer la vérité historique? Comment maintenir simultanément l'intégrité physique et la valeur documentaire de l'objet? L'archéologie tartessienne actuelle est confrontée à d'énormes défis.
Le manque de fonds persistant nous contraint à effectuer des choix difficiles concernant les sites à privilégier et les méthodes d'analyse à utiliser. La pression de l'urbanisation met toujours en péril des sites qui pourraient être d'une grande importance, surtout dans les régions côtières où l'activité touristique et la construction sont particulièrement intenses. Le trafic illicite d'antiquités et le vol continuent de causer des dommages irréversibles au patrimoine tartessien, extrayant les objets de leurs contextes originaux et anéantissant des données scientifiques indispensables. Pour relever ces défis, les archéologues ont conçu des tactiques de sensibilisation du public et de coopération avec les communautés locales, réalisant que la protection optimale de ces sites réside dans un public éclairé, qui apprécie leurs valeurs en tant que patrimoine commun. Comment une société actuelle interagit-elle avec un passé ancien qu'elle découvre tout juste sur le plan scientifique, mais qui a longtemps suscité une fascination intense dans son imaginaire collectif? L'exemple de Tartessos et son rôle dans la culture du sud de la péninsule démontre idéalement ces tractations délicates entre histoire et actualité, entre véracité historique et élaboration identitaire, entre science et mythe originaire. Actuellement, Tartessos ne se limite pas à être un sujet de recherche universitaire, mais représente une composante vivante dans le paysage culturel de zones telles que l'Andalousie et l'Extrémadure, dont son influence peut être observée à travers de nombreuses facettes de la vie courante et de l'expression culturelle. Les musées possédant des collections tartésiques se sont transformés en véritables sanctuaires culturels où chaque fin de semaine, de nombreuses familles viennent se lier à leurs origines historiques. Le musée archéologique de Séville, qui abrite une salle consacrée au trésor de Carambolo, et le musée de Huelva, qui présente des pièces remarquables provenant de la nécropole de La Joya, ne se limitent pas à être des lieux d'exposition d'objets anciens. Ce sont aussi des espaces vivants où se construit l'identité. Leur muséographie réinventée vise non seulement à exposer des objets, mais également à narrer des histoires qui font écho auprès des visiteurs d'aujourd'hui, créant ainsi des liens entre le passé tartessien et les enjeux contemporains. Les responsables culturels de ces établissements ont conçu des initiatives pédagogiques avant-gardistes qui offrent aux plus jeunes l'opportunité d'explorer divers éléments de la civilisation tartessienne, de la métallurgie à la navigation. Cela crée un lien émotionnel avec cette histoire qui dépasse la simple acquisition de faits. Au cours des dernières décennies, les festivals et reconstitutions historiques inspirés de la culture tartessienne se sont multipliés, devenant des points d'intérêt majeurs dans les calendriers culturels locaux. Des événements de reconstitution historique sont organisés dans des endroits tels que Niebla, Huelva ou Zalamea de la Serena, Badajoz, où des résidents habillés en princés, marchands, artisans et prêtres tartésiques simulent des éléments de la vie quotidienne et rituelle de cette civilisation. Ces manifestations, même si elles s'écartent inévitablement de la rigueur historique, jouent un rôle social essentiel. Elles donnent l'occasion aux communautés locales de revendiquer leur histoire tartessienne en la redéfinissant comme un élément dynamique de leur identité culturelle, et non pas simplement comme une réalité figée exposée dans les musées ou relatée dans les publications académiques. De plus, l'aspect festif et participatif de ces célébrations favorise la transmission intergénérationnelle de ce patrimoine culturel, générant de nouveaux souvenirs liés à l'héritage tartessien. La présence de Tartessos dans le système éducatif andalou et extrémègne témoigne de son rôle prépondérant en tant que facteur identitaire régional. Les curricula scolaires dédient des sections distinctes à cette civilisation, la présentant comme l'un des premiers volets de l'histoire de la péninsule, tout en soulignant son aspect multiculturel et méditerranéen. Les supports d'apprentissage ont connu une évolution notable,
intégrant des reconstitutions visuelles minutieuses, des activités participatives et des méthodes qui font le lien entre la réalité tartésienne et des sujets actuels comme la durabilité écologique, l'interculturalité ou l'importance de la diversité. Cette présence pédagogique, bien que fluctuante en fonction des établissements et des professeurs, garantit que les jeunes générations sont élevées avec une connaissance de Tartessos comme élément essentiel de leur héritage historique, indépendamment de leur attrait futur pour l'archéologie ou l'histoire ancienne. L'un des progrès les plus notables des dernières décennies est le tourisme culturel lié à la civilisation tartésienne, illustrant parfaitement comment le patrimoine archéologique peut stimuler un développement durable. Des parcours tels que le chemin de Tartessos, à Huelva ou en Estrémadure, suscitent l'intérêt des touristes, nationaux et étrangers, désireux d'explorer les principaux sites archéologiques et musées associés à cette ancienne civilisation. Des lieux d'interprétation tels que celui de Cancho Ruano proposent des expériences immersives alliant précision scientifique et moyens muséographiques novateurs. Une gestion adéquate du tourisme tartésien ne conduit pas uniquement à une génération de revenus pour les communautés généralement implantées dans des régions rurales avec peu d'options de développement, mais elle favorise aussi la préservation et la mise en valeur sociale du patrimoine archéologique.